Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Controverse. La campagne électorale des présidentielles a commencé. 5 candidats et les représentants du 6e en 21 jours pour convaincre. Une campagne, il faut le dire, pimentée par la lettre. La fameuse lettre de Liam Zerwell dans laquelle l'ancien président de la République égratigne sérieusement son successeur. Abdelaziz Bouteflika qui a choisi lui aussi de répondre en quelque sorte par lettre où il explique pour la première fois les raisons de sa candidature. Une campagne qui, comme vous l'aurez constaté, ne sera pas du tout ennuyeuse. Nous parlerons du rôle important que joue la diaspora algérienne à l'étranger. Va-t-elle voter? Pour qui va-t-elle voter? Nous parlerons aussi des observateurs qui vont venir superviser ce scrutin comme ils l'ont fait par le passé. Pour en parler avec nous ce soir sur le plateau de Controverse, Hani Ben Atallah, vous êtes ancien secrétaire d'État à la communauté nationale. Vous étiez aussi ambassadeur à Bruxelles et vous soutenez officiellement le candidat Ali Ben Fliss. Avec nous, Zaki Chihab, vous êtes militant du RND, le Rassemblement national démocratique. Et avec nous également, Ramdan Tazibt, vous êtes député du Parti des travailleurs et donc soutien de la candidate Louise Hanoun. Que s'est-il passé cette semaine en politique? Plusieurs lettres, plusieurs messages et la campagne qui bat son plein. Malek Ben Hassin. Il s'agit par commencer à s'admettre, se respecter, respecter les autres et les idées qu'ils véhiculent. Reconnaître que du débat organisé sans a priori ni arrière-pensée peuvent sortir des projets positifs. Participer à ce genre de débat peut, pour les plus démunis, constituer une épreuve, c'est vrai. Il doit aussi et surtout être considéré comme un échange des plus paisibles, un partage généreux où la seule ambition n'est pas d'imposer son point de vue à n'importe quel prix, mais de le présenter sous son meilleur aspect pour emporter la conviction et tenter de rallier son objecteur. C'est en tout état de cause la qualité et la force des arguments qui détermineront le sort d'un débat. Ce n'est pas à nos invités de ce soir, représentants émérites de prétendants à la magistrature suprême, qu'il convient de rappeler certaines règles du jeu, en principe connues de tous. Non, il s'agit simplement de reconnaître en toute humilité que chez nous, la culture du débat est récente, que nous avons encore beaucoup à faire pour présenter les uns et les autres à ceux qui nous regardent les échanges auxquels ils ont droit. Si le spectacle, au sens le plus noble, a sa place, nous ne pouvons oublier que l'essentiel est d'aider les futurs électeurs à se faire l'idée la plus précise possible quant au choix qu'ils auront à exprimer le 17 avril prochain. Notre aide est dirigée de la même façon vers nos invités pour les amener à défendre le plus loyalement, le plus équitablement, ce qu'ils estiment être chez leur candidat les qualités essentielles du futur président de la République. La tâche n'est pas aisée, d'autant que cette élection, admettons-le, ne ressemble à aucune autre. Le contexte est particulier. Le changement est réclamé par l'ensemble des courants qui traversent la société algérienne. Un ex-président de la République a parlé après 15 ans de silence. Il dit tout le bien qu'il pense de l'alternance et de ses effets positifs, en exprimant l'espoir d'une prochaine présidence de transition. Un président en fonction qui se présente au suffrage des Algériens pour la 4e fois consécutive, physiquement diminué, mais qui aspire en rappelant son bilan à poursuivre une mission qu'il estime inachevée. Lui aussi se réclame du changement, tout en rappelant les vertus de son expérience et les bienfaits de la stabilité. Les 5 autres candidats ont des points de vue différents sur la stabilité et ses résultats. Certains de leurs représentants ont eu à le développer sur d'autres espaces. Ce soir, ils sont reçus sur notre plateau. Ils pourront s'étendre aussi bien sur le bilan de l'actuel président que sur ce qui fait l'essentiel du programme de leurs candidats. Ceux qui nous font le plaisir de nous suivre attendent d'être édifiés avant le rendez-vous du 17 avril prochain. Voilà, serez-vous peut-être édifié? Nous avons tenu aussi, comme vous l'avez vu dans ce sujet, mettre en quelque sorte les règles du débat, respect mutuel entre tous les invités, avec la défense loyale de tous les candidats. Merci d'être venu, Hani Ben Atallah. On ne vous a pas vu depuis longtemps, depuis que vous avez quitté le gouvernement. Donc en 2012, vous étiez secrétaire d'État chargé de la communauté nationale étrangère. Vous avez décidé de soutenir le candidat Ali Ben Fliss. Pour quelle raison? Je ne sais pas si c'est le lieu de parler de ma personne, mais cela me permettra de faire le lien
sur le pourquoi et du soutien que j'apporte au candidat Ali Benfeliz. J'ai estimé dans une lettre que j'ai adressée, dans un communiqué que j'ai adressé le 9 mars dernier, pourquoi je le faisais. J'ai estimé que le candidat Ali Benfeliz était porteur d'un projet, était porteur d'un nouveau mode de gouvernance. Il était porteur d'un changement, donc d'une rupture plutôt soft, et non pas d'une rupture brutale, comme on pourrait le craindre, et également un projet de modèle de développement social et économique. Il y a également d'autres éléments communs. Le premier auquel j'avais fait référence, c'est la transition et l'alternance au pouvoir. J'avais en effet rappelé, et je pense c'est aussi l'opinion du candidat Ali Benfeliz, nous devons notre pays doit effectuer une transition pacifique vers la démocratisation du pays. Il doit faire un bond en avant. Deuxième élément, l'alternance générationnelle, c'est un point extrêmement important. Et j'estime en effet que ce rendez-vous du 17 octobre devra être le moment du 17 avril devra être le moment du passage de ce témoin. C'est ce que défend le candidat Ali Benfeliz et c'est pourquoi j'ai adhéré à ses opinions. Tout le monde parle de mandat de transition. Le premier à en avoir parlé, c'est Liam Mizowell. Nous allons parler lors de la deuxième partie de l'émission sur la lettre de Liam Mizowell. Donc tous les candidats reprennent ce thème de mandat de transition. Est-ce que le Parti des travailleurs est d'accord, M. Tazibt, avec ce terme de mandat de transition? Alors, bonsoir, merci pour cette invitation. Le Parti des travailleurs et Mme Louise Hnoun est résolument contre ce concept de transition. Parce que tout simplement, d'abord, ce n'est pas une invention de X ou Y, c'est le fameux discours d'Obama en 2010, le discours du Caire, qui a donné une feuille de route pour toute la région en disant qu'il faut passer à des périodes de transition. Mais maintenant, on sait au moins à quoi ça correspond, une période de transition. C'est la transition vers le chaos, comme c'est le cas en Égypte, comme c'est le cas en Libye. Et n'oublions pas, vous avez évoqué le président Zerwel, que nous respectons. Nous avons déjà passé par cette période de transition dans les années 90. Donc arrêtons de copier des schémas venus d'ailleurs qui ne servent pas les intérêts de la nation algérienne. Pour nous, pour terminer, donc, nous pensons que le rendez-vous du 17 avril, ce n'est pas pour aller vers une période de transition, mais c'est pour rompre avec le système de parti unique, c'est pour aller vers une nouvelle ère de démocratie véritable pour constituer la Deuxième République. Voilà ce que propose Mme Louise Hnoun, et non pas de tourner au rond et de ramener et de copier des schémas venus d'ailleurs, qui sont imposés pour la région et qui finissent dans des bains de sang et qui finissent dans des situations d'instabilité économique. Donc, le thème de transition, contre ce thème contre la transition. Alors, c'est un thème qui a aussi été repris par les soutiens du candidat Abdelaziz Bouteflika. Le premier à en avoir parlé parmi le camp du président, c'est Abdelaziz Belkhadem. Alors, c'est la nouvelle mode, le mandat de transition. Ce sera certainement le dernier mandat du président de la République. Tout d'abord, bonsoir et merci pour votre invitation. D'abord, quand on parle de transition, il faut d'abord dire que voilà, on ne va pas faire une transition pour changer, ni faire une transition pour aller vers autre chose. Mais on est d'abord, on a l'idée d'abord d'enraciner une démocratie apaisée. C'est ça le programme du président. Et quand le camp du président parle de transition, il ne parle pas de transition, de changer de tête ou de système ou de... Pas de changement radical. Pas de changement radical, mais changement de méthode et de méthode de travail en essayant d'avancer et de changer quelque chose dans la société. Et non pas changer, bouleverser tout un programme, tout un système, tout l'État en entier et le changer complètement. Une transition, comme l'a signalé mon voisin, on connaît l'exemple de la Tunisie qui a vécu une période de transition de presque 2 ans. Et voilà l'Égypte où on est né. L'Algérie aussi a connu cette transition. Mais transiter vers l'inconnu, ce n'est pas acceptable. La transition vers l'inconnu, allez-y, M. Blatala. Si je puis faire un commentaire. Alors, je pense que nous sommes dans une situation où le pays a effectivement besoin de faire une transition, mais nous ne parlons pas de candidat de transition. Il s'agit d'opérer un changement par la voie démocratique, par l'interdiction de la fraude et de favoriser le principe de l'alternance. Cela dit, il ne faut pas céder à la tentation de la paranoïa. Ce n'est pas parce que M. Obama a décrit ou alors
a tracé une perspective qu'on doit automatiquement faire le lien et nous intégrer et penser et supposer que nous allons entrer dans un schéma d'une grande puissance. Ça n'est pas du tout. Depuis l'indépendance, l'Algérie, les Algériens ont toujours défini par eux-mêmes leur propre sort. Les présidents algériens ont toujours été élus ou désignés, peu importe, élus en tout cas par les Algériens. Alors, laissons ce discours qui consiste à faire peur aux Algériens, qui est soit que nous sommes un élément d'une stratégie externe, soit alors il y a le chaos qui nous guette. Et si nous ne restons pas au pouvoir, si nous ne prolongeons pas, si nous n'avons pas un 4e mandat, eh bien le chaos du printemps arabe nous guette. Cela est entièrement faux. Et je puis vous dire que l'Algérie, non pas parce qu'un homme providentiel est là, mais parce que l'Algérie est suffisamment solide pour résister à toutes les tentatives de déstabilisation, qu'elles soient de manière directe ou indirecte. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance à la paranoïa, M. Tazit? J'allais dire, ça me fait plaisir, mais en réalité, c'est opportun de préciser cette question. Je pense qu'il y a des responsables, même dans le camp du président, qui essayent de minimiser les dangers qui guettent notre pays. C'est vraiment faire preuve d'une cécité politique que d'ignorer aujourd'hui que notre pays est ciblé par tout ce qui se passe autour de nous, mais aussi par les grandes puissances qui veulent déstabiliser ce grand pays qui est resté debout malgré toutes les tentatives, janvier 2011, 2001 en Kabylie, Gardaya, la tragédie nationale, etc. Parce que c'est un pays qui, malgré toutes les insuffisances, il y a encore des aspects de la souveraineté nationale. Mais il y a un candidat, en l'occurrence Benflis, qui nie même ces dangers et qui parle de paranoïa. Faut-il rappeler que M. Benflis, en 2004, a parlé de la solution à la géorgienne. Il a dit qu'il faut que l'Algérie devienne la Géorgie. Qu'est-ce que ça veut dire la Géorgie? C'est les révolutions importées de l'extérieur. C'est des prétendues révolutions. Nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé. C'est une révolution quand même. Ce n'est pas une révolution parce que vous savez, l'Ukraine, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, on parle de la Géorgie. En parlant de la Géorgie, c'est la révolution orange. En réalité, c'est une révolution fabriquée de toutes pièces par des soutiens de grandes puissances. C'est ce que disent, disent en tous les cas les opposants pro-russes. C'est leur même discours. Alors en Ukraine, tout le monde le sait, il y a des diplomates européens qui ont intervenu directement dans les manifestations. Il y a un sénateur américain, tout le monde l'a vu, il s'appelle McCain, le républicain, qui a pris la parole même dans des rassemblements de la place de la capitale. Donc je pense que dire aujourd'hui qu'on fait peur, c'est disculper aussi les grandes puissances dans ce qui se passe dans la région. Est-ce que la Libye existe aujourd'hui? Elle n'existe plus, la Libye, en tant qu'État ou en tant qu'institution. C'est un ensemble, avec tout le respect que j'ai pour le peuple frère libyen, c'est un ensemble de milices. Donc aujourd'hui, c'est nier cette évidence, c'est disculper la responsabilité des grandes puissances. Maintenant, ce que nous disons au Parti des travailleurs, c'est que pour éviter ces scénarios, des aventuriers, ça existe. Et parmi eux, il y a, y compris des candidats, qui disent cette fois-ci, si je ne deviens pas président de la République, je vais mettre le pays à feu et à sang. Ce n'est pas moi qui le dis, tout le monde sait de qui je parle. En même temps, arrêtons de se piller la tête du peuple algérien. Le peuple algérien est intelligent, il ne peut pas y avoir de changement avec des gens qui font partie intégrante du système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est pas pour attaquer M. Benatalla, il était avec le Bouteflika pendant 10 ans. On s'est rencontrés en 2002 à Strasbourg et il était ambassadeur à Bruxelles. Moi, j'étais député, je participais à une délégation algérienne pour défendre les intérêts de l'Algérie, même si le Parti des travailleurs n'était pas au gouvernement. Donc, c'est pas parce qu'on a perdu un poste de ministre, un poste de wali, un poste de député, qu'on devient député. Ça veut dire que c'est des questions plutôt personnelles que politiques. La réponse de M. Benatalla, et ensuite je passerai à vous, Zaki Chehab. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que réellement, M. Benatalla, il y a une volonté occidentale de déstabiliser l'Algérie comme c'est peut-être le cas ailleurs? Écoutez, il faut revenir sur les causes qui ont amené à ces changements brutaux dans le monde arabe. Ces causes sont quoi? Depuis le début des années 90, c'est vrai, les Américains, et pas seulement les Américains, ils ont été suivis par les Européens, ont annoncé la couleur pour faire évoluer les régimes dans les pays arabes.
cela a été clairement annoncé. Et des régimes qui étaient des alliés fidèles des grandes puissances. On est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord. Et là où je veux en venir, c'est que lorsque vous savez ce qui se prépare, vous devez prendre vos dispositions. Vous savez ce qui se passe et ne pas tomber dans le piège. Les causes de ces changements brutaux, c'est quoi? C'est la non-gouvernance. C'est l'absence de gouvernance. C'est le pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, le pouvoir oligarchique, le pouvoir d'une minorité, et je peux vous citer les pays un par un. C'est l'absence de gouvernance, c'est ça. Mais pourquoi vouloir ça a été ça. Mais pourquoi vouloir Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça a été ça sur le les griefs, oui. sur les griefs, juste sur les griefs que vous portez par rapport au système. Au système, nous voulons changer ce système. On veut rompre avec le système de parti unique. Mais vous avez été un commis de l'État avec le président de la République pendant 10 ans. Si vous étiez tellement en désaccord, pourquoi vous n'avez pas démissionné? Pourquoi rester jusqu'à 2012 pour découvrir 2010. Les défauts du système? Attendez, ça c'est les aspects personnels. On va revenir. Vous avez posé un problème de fond. Je réponds au problème de fond sur les changements, sur le pourquoi des changements brutaux dans les pays arabes. C'est la non-gouvernance dans les pays arabes. Alors, prenons les pays un par un où ces changements brutaux se sont déroulés. En Tunisie, changement pouvoir personnel, pouvoir familial, n'est-ce pas? L'Irak, pouvoir personnel, pouvoir ethnique, parce que c'était la minorité sunnite. La minorité d'une certaine région, une minorité d'une certaine région, Tikrit, qui gouvernait le pays. La Libye, même chose. C'est le cas aussi pour la Syrie. Les Alaouites avec... c'est intéressant tout cela, mais il faudrait aussi qu'on parle de l'Algérie. Allez-y. Oui, non, mais je veux dire, au fond, la question de fond, c'est la gouvernance. Et donc, c'est à partir de là, et c'est ça qu'il faut faire évoluer, où vous prenez la responsabilité et la décision de faire évoluer la chose par vous-même, et vous ouvrez une perspective d'alternance politique, ou alors vous restez sur une position figée, et à ce moment-là, il faut vous attendre, effectivement, là je suis d'accord avec vous, il faut vous attendre à prendre des coups. Et à ce moment-là, nous verserons dans l'instabilité. Cela dit, je dois préciser une chose, nous sommes déjà en situation d'instabilité. Alors c'est pas ce que disent les partisans du président de la République. Oui, alors je vais vous donner quelques arguments. Alors, situation d'instabilité. Alors, si on se réfère simplement à la Constitution. Président de la République est le gardien et le défenseur de la Constitution. Nous sommes bien d'accord? Oui. Alors, j'ai fait avant de venir un petit recensement des articles de la Constitution qui ne sont pas observés. Je ne dis pas depuis le début du mandat. J'ai été effectivement commis de l'État. J'ai servi de l'État. Il arrive souvent où il y a des points de rupture, et c'est ce qui est arrivé. Alors, les articles de la Constitution qui posent le problème de la gouvernance dans notre pays, il y en a à peu près une vingtaine qui ne sont pas respectés. Je puis vous les citer? Alors, vraiment, attendez, cela rejoint ce que vous disiez. Vous parliez de l'unité nationale. Oui, le problème de l'unité nationale, c'est l'article 8 de la Constitution. Ardaya, Kabylie, excédemment. Il y a des problèmes d'unité nationale. Je suis d'accord avec vous. L'emblème national a été offensé. À Casablanca? À Casablanca. Mais les autorités algériennes ont réagi aussi. Sans l'article 5. Les autorités ont réagi aussi. Je voudrais intervenir par rapport à ça. Attendez, je suis d'accord avec vous. Brièvement, monsieur. Elles n'ont pas réagi. Nous avons réagi. Elles ont réagi. Oui, les autorités algériennes ont réagi. Par rapport à ça. Attendez, mais nous n'avons pas réagi jusqu'au niveau qu'il fallait. Et la preuve, les Marocains... On ne peut jamais être... Et la preuve, les Marocains n'ont pas... puni la personne. Voilà. La personne. Je peux continuer ensuite sur la corruption, sur la malversation. Donc tous ces éléments sont dans la Constitution. Oui. Et à mon avis, ils n'ont pas tout à fait été respectés. Je voudrais intervenir par rapport... C'est le noyau, le cœur du problème chez nous, c'est la gouvernance. Et il faut partir de la source pour vérifier
On va y revenir, bon monsieur fonctionnement de l'ONU, c'est la Constitution. Écoutez, monsieur Benatollah, alors, je voudrais intervenir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure concernant la paranoïa et la situation d'instabilité du pays. Tout d'abord, moi, je n'ai pas été, ambassadeur ni député, mais je vous parle de ce que je peux voir quotidiennement. Et quand vous dites la paranoïa, que voilà, le pays ne connaît pas cette instabilité que défend le camp du président. Mais je peux vous dire que moi, il y a une année de ça à Tigentorin, c'était de la paranoïa, c'était un fait réel. Ce qui se passe à Gardaya, c'est un fait réel, c'est pas de la paranoïa. On le vit au quotidien. Ce qui se passe à Gardaya, par exemple, c'est un danger pour la République. Il faut dire ça. Et s'aventurer à faire une période de transition, ouvrir le front sur tout ce qui peut être fait dans une période de transition comme ça. Vous prenez l'exemple de la Libye, qui est un réservoir d'armes. Les pays du Sahel aussi représentent un danger. Monsieur Benatollah a dit que nous sommes déjà en période d'instabilité, Zaki Chehab. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, mais je suis d'accord, mais je suis entièrement d'accord. Mais je parlais quand on parle d'instabilité, on nous qualifie de paranoïa ou adapte de la théorie du complot. Alors que c'est pas une réalité. Enfin, c'est vrai, c'est une réalité. Ce que je vous ai dit. Ce sont les accusations qu'on porte au Parti des travailleurs surtout. Et à sa porte-parole. Je vous pose cette question, Tegentorin, c'est de la paranoïa ou c'était une réalité? C'est à vous de répondre. C'est une réalité. C'est une réalité. C'était une attaque terroriste à Tigentorin. Oui, mais l'instabilité vient des attaques terroristes, surtout. Oui, je pense que je pense que les Algériens que nous avons rencontrés lors de la collecte des signatures, des centaines de milliers avec eux, on a discuté. Tout le monde a peur pour l'avenir de notre pays. Parce qu'ils regardent ce qui se passe ailleurs. Il y a l'adage qui dit « gouverner, c'est prévoir ». Il ne faut pas attendre que ça nous tombe sur la tête pour réagir. Donc, Louis Hanoun a le programme qu'il faut à la situation actuelle. Nous sommes un parti socialiste, nous militons, nous combattons pour le véritable socialisme, avec son corollaire, la démocratie véritable. Mais en attendant, il faut proposer des solutions. Le statu quo est dangereux pour notre pays. On doit sortir du système de parti unique, aller vers la démocratie véritable, fonder une deuxième république, réaliser dans les faits l'indépendance de la justice. Parce qu'il faut que ceux qui nous regardent ce soir regardent qu'est-ce que font la différence entre ce que proposent les uns et les autres. Madame Louise Hanoun est la seule candidate qui propose l'élection des juges pour en finir avec le dictat de l'exécutif sur la justice. Maintenant, on entend beaucoup de blagues dans cette campagne électorale, avec tout le respect par rapport à tous les candidats. Et pas seulement M. Sellel. Parce que lorsque quelqu'un a participé au gouvernement, à la gestion des affaires du pays, ou bien qui gère aujourd'hui les affaires du pays. Il ne peut pas faire des promesses, parce que la question, le premier citoyen... Donc vous parlez nommément de M. Benflis. On a remarqué, M. Dazip, que nous avons très bien observé les deux premiers meetings de Louisa Hanoun. Elle passe son temps, ou la plupart de son temps, à critiquer violemment le candidat Ali Benflis. Pour quelle raison? Je ne suis pas responsable des comptes rendus de presse par rapport à... Non, c'est la vérité, on a entendu parler quand même. Nous, dans cette campagne, nous avons un programme qu'on expose au peuple algérien, mais aussi on réagit par rapport aux positions des uns et des autres. Lorsque j'entends justement Benflis, par exemple, parler de revenu minimum d'insertion pour les jeunes, parler d'une assemblée qui ne sera pas sous la coupe de l'exécutif. Mais qu'est-ce qui l'a empêché de le faire lorsqu'il était au gouvernement? Vous savez, sur le RMI, par exemple. C'est pour ça qu'on réagit. Moi, j'étais député en 2002, lorsque Benflis était chef de gouvernement. Le Parti des travailleurs présentait chaque année des amendements pour l'institution d'un revenu minimum d'insertion pour les jeunes, la moitié du SMIC. Il était secrétaire général du FNN, ses députés votaient contre, et lui, en tant que chef de gouvernement, rejetait à chaque fois cette proposition. Pourquoi ce qu'il n'a pas fait hier, il va le faire aujourd'hui? La même chose par rapport à l'Assemblée. Elle n'a absolument aucun pouvoir lorsqu'il était chef de gouvernement. La règle de 51-49, c'est quand même quelque chose qui a déstabilisé les investisseurs étrangers, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de payer les richesses des nations. Nous avons vu des réactions des États-Unis, des réactions de la France, de l'Union européenne, des organisations. Mais il faut avouer qu'il y a beaucoup moins d'investisseurs depuis la mise en place de cette règle. Monsieur Drarni, c'est une blague des investisseurs, les idées, les investissements directs étrangers, c'est une blague. Il y a une crise à l'échelle internationale. Alors la règle de 51-49, lorsque M. Benflis promet au patronat et aux entreprises étrangères de revoir cette loi, il donne des garanties à l'extérieur, alors que Mme Louise Hanoun,
elle veut constitutionnaliser cette règle pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. On va laisser la parole à M. Benatallah. Il faut aussi préciser que Mme Hannoun a accusé votre candidat, Ali Benflis, d'être le candidat des multinationales. Alors, est-ce que ce sera le candidat des multinationales, Ali Benflis? Soyons sérieux et ne racontons pas de blagues comme si s'il vous plaît. Vous avez... Attendez. Je n'ai pas raconté de blagues, j'ai repris les déclarations du candidat que vous défendez. Vous les qualifiez de blagues. Parce que je dis qu'est-ce qui l'a empêché de mettre ça. Ne blaguons pas. Vous êtes un parti qui n'a jamais gouverné. Oui. Vous êtes un parti... Ça veut dire un parti qui n'a pas participé au baradage, qui n'a pas opprimé, qui n'a pas participé à la corruption. Les responsables de l'État ne sont pas des baradeurs, s'il vous plaît. Qui n'a pas aidé l'émergence de riches. Ne diffamez pas les responsables de l'État, s'il vous plaît. Vous êtes un parti qui n'a jamais gouverné. Oui. Vous êtes un parti qui n'a jamais assumé de responsabilité. Oui. Vous êtes un parti qui n'a aucune expérience du fonctionnement de l'État de l'intérieur. Et lorsque vous dites, M. Benflis, ou n'importe quel chef de gouvernement, figurez-vous qu'un chef de gouvernement, Premier ministre, n'a pas tout à fait les mains libres. Il ne lui suffit pas, lui, de dire « je suis contre pour que cela s'exécute ». Et vous savez très bien... Alors, puisqu'on va laisser M. Bartala terminer, s'il vous plaît. Il faut qu'il termine. Au sein du gouvernement, la décision se forge petit à petit par un consensus. Et si le Premier ministre ou le chef du gouvernement est désavoué par le président, eh bien, il doit se plier à la règle. C'est comme cela que le gouvernement fonctionne. Même si M. Benflis n'était pas d'accord, il n'était pas d'accord sur ces points-là, il s'est plié à la règle. C'est comme ça que fonctionne l'État. Autrement, nous allons entrer dans un système où le gouvernement, où l'État est cartélisé. Est-ce que monsieur... un peu à l'italienne, où chacun... Voilà. Que répondez-vous, M. Bartala, aux accusations, aux accusations, notamment du PT, qui qualifie M. Benflis de candidat des multinationales? Écoutez, ça n'est pas... Franchement... Une réponse. Est-ce que c'est le candidat ultralibéral qu'on présente? Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Il faut partir du réel. Le réel est le suivant. Le projet du candidat Benflis, c'est que vous le vouliez, et je crois aussi, j'ai cru voir ça dans le programme du RND, je pense que cela, nous serons d'accord, c'est de bâtir une économie émergente. C'est bien ce que vous dites. Une économie émergente, ça signifie quoi? Une économie émergente, ça signifie s'intégrer, aller vers la globalisation et sortir un peu de cette planète où nous sommes pratiquement tout seuls. Cela signifie aussi l'ouverture, mais c'est une ouverture graduée et planifiée et non pas une ouverture sauvage. Alors, attendez, rapidement, allez-y. Et le 51-49, mais pourquoi? Exemple, le candidat Benflis propose de donner toute sa place, ça doit être le cœur, le moteur du développement aux PME, aux entreprises privées. Les entreprises privées, en quoi une modification du 51-49 va modifier l'investissement entre deux opérateurs privés? Un opérateur privé qui vient d'Allemagne, qui vient travailler avec un opérateur privé algérien. S'ils s'entendent entre eux sur un partage différent de l'actionnariat de l'entreprise, en quoi il y aurait bradage? Le 51-49, en dehors du secteur de l'énergie ou en dehors du secteur stratégique où il faut effectivement vérifier la sidérurgie, est-ce que c'est stratégique ou non? Attendez. Je vous pose une question. Attendez, dans le programme... Parce que M. Benflis a baradé le secteur, le complexe sidérurgique d'Al-Hajjaj. La réponse, symbolique. La réponse, s'il vous plaît. Et vous savez les conséquences, je vais vous donner un exemple. Les conséquences, s'il vous plaît, les conséquences. M. Ouihia, je vais parler de M. Ouihia. Il était chef de gouvernement. En 2008, j'étais député. Il était à l'Assemblée en train de demander pitié au patron d'ArcelorMittal pour arrêter d'exporter l'or en béton parce que l'Algérie avait des projets structurels. Il ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce que nous avons ligoté les mains et les pieds de l'État algérien dans cette entreprise où il ne pouvait rien faire. Puis, Louis Ahnoun est fier, le Parti des travailleurs, est fier d'avoir contribué à arracher ce complexe sidérurgique des mains d'ArcelorMittal. La même chose pour les gaz
industriels. s'il vous plaît. Donc c'est vrai que nous n'avons pas je- participé à la gestion des affaires Du du pays. pays, et c'est un avantage. C'est Non, un ce n'est pas avantage. un avantage. C'est un avantage S'il parce vous que plaît. nous avons l'audace de S'il vous rompre plaît, avec c'est ça. la réponse. Et S'il vous plaît, monsieur Aziz. et Mme Bouzahnoun, la rupture est si un elle langage si très elle est simple. élue présidente de la République, c'est pas le Parti travailleur qui la va gouverner. rupture- Nous allons rupture faire est appel un aux compétences langage- nationales. S'il vous plaît, La laissez-moi rupture faire la est un réponse. langage- Allez-y. la rupture est un langage très simple. C'est même un langage simpliste. On fait la rupture, il suffit de le dire pour le faire. Ça n'est pas simple. Parce que vous êtes- Ça n'est S'il pas vous plaît, simple. s'il vous plaît, monsieur Ça n'est Aziz. pas- ça Monsieur n'est pas Aziz, s'il vous plaît. simple. Ça n'est Vous pas avez simple. été élevé dans le système de parti unique, donc ça, vous Je ne ne pouvez suis- pas je ne- concevoir ça. je n'appartiens Mais le au- peuple S'il vous plaît, algérien, lui, Aziz. il aspire à un Monsieur changement. Bartala, Je partisan. ne suis dans aucun parti, figurez-vous. Je suis autonome de Vous mes étiez dans propres le système. décisions. Mais qui n'est pas... mais lui Formaté. aussi- mais lui Non, aussi dans le, dans le au système. cœur du système, au cœur. Mais lui aussi- Vous avez été, quel vous est- étiez Dans la ministre, périphérie. vous étiez consul, Ambassadeur. mais- donc vous- ambassadeur. ambassadeur. Bah oui, monsieur Bartala a le droit d'être ambassadeur. Bien Non, sûr, non, bien non, sûr. mais évidemment. Donc, Mais- donc il peut mais pas, les gens- lui, il peut pas voir cette aspiration profonde au changement des peuples Mais non, algériens. mais Mais c'est nous, une- on la c'est- voit. c'est une On la as- voit parce qu'on vit, parce Vous qu'on êtes- milite, parce qu'on est sur le vous- terrain. Monsieur Tadji, C'est s'il vous une plaît, vous avez- aspiration, voilà. c'est une aspiration Légitime, et c'est Elle- Louise elle- Ahnoun qui la représente dans elle cette peut élection. être légitime, Ça peut pas mais être Ben Fliss, Elle ni peut le être candidat de légitime, elle peut Bouteflika. être légitime, effectivement, c'est votre droit, mais c'est une aspiration hors du temps et hors des événements. Vous ne connaissez pas les réalités Mais vous, internationales. il y a une Vous ne contradiction, connaissez là. pas S'il les vous plaît, réalités vous vous contredisez. internationales. S'il vous plaît, on va Vous donner la ne parole savez pas les maintenant. réalités internationales On et vous ne va- savez pas comment fonctionne l'État. Merci. On va donner la parole à Zaki Chihab. Vous représentez le RND et les candidats Bouteflika. Le programme économique aussi. Nous avons entendu M. Sedal parler. D'ailleurs, il sera la semaine prochaine sur le plateau de Controverse. Est-ce que vous pouvez vraiment faire en 5 ans ce que vous n'avez pas pu faire en 15 ans, Zaki Chihab? D'abord, faire en 5 ans ce qu'on n'a pas fait pendant 15 ans. D'abord, il faut dire que ces 15 années précédentes ont été consacrées à plusieurs choses. D'abord, retrouver la stabilité, redonner cette force et cette légitimité aux institutions de l'État. Et puis, on avoue qu'il y a des lacunes. Concernant ce qui est de l'économie, par exemple, il a dit que, mon voisin a dit que voilà, ce qui est stratégique ou ce qui n'est pas stratégique concernant la loi 51-49. Est-ce que vous la maintiendrez? Bien sûr. Elle Bien sera sûr. maintenue. Bien sûr qu'elle Malgré sera les promesses qui ont été faites au FCE, au Forum Mais des chefs FCE, d'entreprise par M. non, Sedal. il faut faire la différence aussi entre ce qu'on va encourager quand on a parlé d'économie émergente. Oui. C'est d'abord accompagner ces startups. C'est surtout ça qui fait maintenant la richesse du monde. On prend l'exemple de la Silicon Valley, par exemple. Oui. Là, on voit ces startups qui font le boom économique aux États-Unis. Vous les encouragerez? Bien sûr. M. Tadji n'est pas d'accord? Mais bien sûr, Quand mais, il s'agit des mais États-Unis. cette idée de libéralisme entrepreneurial des jeunes, Ouais. c'est surtout ça qu'il faut promouvoir. Parce que avant, je me rappelle, quand on parlait de l'époque bourdienne, quand on faisait des grandes industries et tout, bon, ça va, mais maintenant, il faut suivre le courant. On fait partie, enfin, on représente un candidat, c'est vrai, mais on a aussi nos idées jeunes. Et ces idées veulent dire que voilà, on encourage ces jeunes à faire leur chemin économique. Et puis, pour le reste... Alors, devoir. Si vous permettez, je pense qu'il faut qu'on aille aux choses concrètes. Parce qu'on est en train de faire des constats. Il faut faire le constat, il faut qu'il soit juste. Et je pense que personne ne peut prétendre que le Parti travailleur n'a pas bien vu tous les événements, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Nous avons alerté sur les conséquences de la guerre en Libye, on le voit aujourd'hui. Nous avons alerté sur les conséquences de l'accord d'association avec l'Union européenne. Tout le monde aujourd'hui fait le constat que l'Algérie ne tire aucun profit de cet accord. Et nous sommes le seul parti, la seule candidate dans cette élection qui propose de sortir notre pays de cet accord d'association qui a sens unique, c'est-à-dire seuls les Européens tirent profit. On ne peut pas prétendre aujourd'hui, et c'est le cas de la politique du gouvernement actuel, et la politique que prend Ben Fliss, prétendre que l'Algérie peut faire concurrence à 27 pays européens tous réunis. Et à 160 pays qui sont dans l'OMC. Nous ne militons pas pour isoler notre pays de la planète monde. Mais c'est bien ça. Mais non, Le résultat nous est là. voulons, Le résultat est là. Le résultat, c'est cela. nous voulons avoir des relations planète bilatérales. Algérie, Donc où est le changement? modèle- Où est le changement? modèle- Nous voulons avoir des planète relations Algérie, bilatérales modèle Corée du entre les Nord. pays et non L'Union pas avec européenne. des groupes. Vous savez, Alors. l'OMC aujourd'hui, elle a imposé à l'Algérie et le gouvernement de Ben Fliss, gouvernement de Bouteflika. C'est le ministre lui-même qui le reconnaît. Il y a eu 36 textes législatifs
qui ont été adoptés à l'APN que le Parti des travailleurs a rejeté. Ils ont été adoptés rien que pour faire plaisir. Mais c'est aussi le prix de l'adhésion. Non. Tous les pays du monde sont membres de l'OMC. Alors justement, l'adhésion de l'Algérie, Louis Ahnou ne veut pas. Ne veut pas parce que ça sera la destruction de tout ce que nous avons construit depuis l'indépendance, parce qu'il n'y a aucun expert, aucune personne sérieuse qui peut dire qu'aujourd'hui, l'Algérie, 50 ans après son indépendance, une jeune nation, peut faire concurrence à la Chine, aux Louis Ahnou veut que l'Algérie soit en marge du système commercial mondial. On va avoir des relations bilatérales. C'est-à-dire garder les attributs de la souveraineté. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le commerce extérieur, par exemple? Juste un exemple. Dans le commerce extérieur, la facture de l'importation, elle a explosé. Elle arrive à 60 milliards de dollars. Et on importe... Ça n'est pas l'OMC. On importe n'importe quoi. Ça n'est pas l'OMC, ça n'est pas l'Union européenne. Ça n'est pas l'accord avec l'Union européenne. C'est eux qui exigent la levée des barrières douanières, etc. C'est tout à fait... Mais on n'est pas à l'OMC. Vous ne pouvez pas... Alors, nous, on a fait une proposition. L'UJTA a fait une proposition. Pour être concret, l'UJTA a fait une proposition. L'UJTA, elle a dit qu'il faut une autorisation préalable aux opérations d'importation. Parce qu'il y a de la saignée de la devise. Au lieu de construire notre pays, on est en train de créer de l'emploi à l'extérieur, dans des pays d'autrui. Et bien, cette proposition, moi personnellement, en tant que député du Parti des travailleurs, j'ai essayé de la traduire dans un texte de loi, à savoir la loi de finances. Et bien, les députés des autres partis, tous ont rejeté cette proposition. Donc, c'est à se poser la question, est-ce qu'on est là pour défendre notre économie ou pour faire plaisir aux investisseurs étrangers? Donc, ces questions, elles concernent le candidat Bouteflika, qui doit s'expliquer sur cette question, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Parce que lorsque j'entends un ancien ministre de RND, et je vais le nommer, c'est Harshawi, qui a donné un chiffre, nous avons perdu, en espace de 5 ans d'application de l'accord d'association, 400 000 emplois. Est-ce qu'on doit arrêter ça? Oui ou non? Il faut le dire aux Algériens. Alors, la réponse de M. Benatalla, avant de passer à la deuxième partie de controverse, est-ce que l'adhésion d'Algérie à l'OMC serait une erreur, comme le pense le PT? Écoutez, il faut préciser que vous avez fait partie des gens qui ont négocié l'accord d'association. Dans le programme du candidat Ali Benfeliz, il est prévu l'intégration, l'évaluation et les conditions d'accession à l'OMC. Si nous avions accédé à l'OMC dans les années 80, le prix à payer, parce qu'il y a toujours un prix à payer en termes de réformes, serait nul, aurait été nul. Nous avons tergiversé pendant près de 30 ans. Nous sommes le dernier pays à n'être pas intégré dans cette globalisation. Et vous ne pouvez pas faire du commerce international si vous n'obéissez pas aux règles de l'OMC. Vous ne pouvez pas échanger. Attendez, ce qu'on a exporté, on va laisser M. Benatalla répondre. Je vous pose la question. Quelles sont les capacités de l'Algérie dans le domaine de l'exportation hors hydrocarbures? Mais faites confiance à votre pays, faites confiance à vous-même. Si vous développez un modèle d'exportation, comme le prévoit le candidat Ali Benfeliz, un modèle de diversification, de rupture avec la dépendance, vous devez prendre vos dispositions. Si vous voulez être exportateur dans les 15 prochaines années, vous devez obéir aux règles commerciales internationales. Moi, contrairement à ce que vous prétendez, non, juste sur ça. Le Parti des travailleurs, le Parti des travailleurs suit avec une acuité particulière les développements dans la situation moderne. Il y a des grands pays, qui ont été broyés, monsieur, par l'OMC. La Chine, le Mexique, la Russie, ils ont été broyés. L'Algérie, c'est comme, vous savez ce que vous proposez, c'est de faire monter sur un ring un poids plume avec un poids lourd. Le résultat est connu d'avance. La Chine n'est pas broyée. D'ailleurs, on ne voit pas où est la différence entre ce que vous prenez et ce que met en œuvre aujourd'hui Bouteflika. Les apparts le poste de président de la République. Je ne vois pas la différence. La Chine n'est pas broyée par l'OMC. La Chine est en train de broyer les grandes puissances économiques. Non. S'il vous plaît. Après avoir accédé à l'OMC, et une fois qu'elle a pu ouvrir tous les marchés des grandes puissances, elle est en train de les manger. La Chine était exportatrice du blé, elle est devenue une importatrice. Attendez, avant d'accéder... Vous racontez des bobards. Je m'excuse d'utiliser le terme, mais ce n'est pas la réalité. Approprié pour notre émission. Avant d'accéder... Le Mexique, il était exportateur du maïs, c'est un produit de base. S'il vous plaît, on va laisser M. Benatalla terminer et passer à la deuxième partie de l'émission. Allez-y, brièvement. Maintenant, concrètement, sur les accords commerciaux internationaux. Un accord bilatéral, ça ne suffit pas. Vous pouvez en faire avec la Tunisie,
pouvez en faire avec le Maroc. S'il vous plaît. Vous étiez au poste dans Attendez. Est-ce que vous êtes d'accord avec le chiffre qui a été donné par M. Harchaoui, oui ou non? Il était ministre lorsque vous étiez en poste. Vous étiez en poste. Attendez, notre premier partenaire économique, autant que je sache, c'est l'Union européenne. Oui. D'accord? Oui, et interprofit. Attendez. L'Union européenne, vous ne pouvez pas faire d'accord commercial préférentiel avec un pays. Ça n'existe pas. Il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, il faut le savoir. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Des relations stratégiques avec l'Espagne, il faut aller revoir vos manuels. Je vais vous donner un seul chiffre. Ça n'existe pas. Un seul chiffre. Si vous voulez. En 2005. Allez refaire vos études. En 2005, moi j'ai les chiffres. En 2005, l'importation à partir de l'Union européenne était de 8 milliards de dollars. Après l'accord d'association, 5 ans après, elle a grimpé à 25 milliards de dollars. Alors, on va passer voilà un chiffre brièvement pour passer à la deuxième partie et pour revenir à la politique. Brièvement, M. Matala, pour passer à la deuxième partie. D'accord. Brièvement. Si, comme vous le dites, et c'est le projet du candidat Ali Benflis, devenir, comme vous le souhaitez aussi, économique émergente. Économie émergente, ça signifie quoi? Ça signifie deux choses. Faire la rupture avec la dépendance des hydrocarbures et devenir pays exportateur sur un maximum de produits. Comment pouvez-vous accéder au marché européen? Mais avec des conditions, bien sûr, liées aux contraintes objectives que... Mais on est d'accord, mais comment pouvez-vous... Comment parce qu'on va mener la négociation. Comment pouvez-vous qu'on passe à la deuxième partie. Pouvez-vous faire devenir pays exportateur si vous n'obéissez pas aux règles commerciales? Merci, M. Batalla. Merci. On va passer à la deuxième partie. Décidément, M. Tassib, il le dit lui-même. Il propose de réviser le code de travail, de faire la flexibilité, de transformer les travailleurs algériens en esclaves. C'est qu'on ne va pas vous mettre d'accord aujourd'hui. On est esclave pour devenir un pays émergent, pour devenir un pays exportateur. C'est la conception du PT. C'est quoi la flexibilité? La flexibilité, c'est ça. C'est lui qui l'a écrit. C'est la conception du PT, s'il vous plaît, M. Tassib. Il veut laminer les travailleurs algériens. Il veut réguler le marché du travail. Pour réguler le marché du travail. On passe, s'il vous plaît, on passe à la deuxième partie. On le laissera pas faire. On passe, s'il vous plaît, M. Batalla. Brièvement, pour passer à la deuxième partie, il faut qu'on avance. Pays émergent, on devient pays exportateur. Nous avons de la tomate à exporter. Si vous n'avez pas un accord préférentiel, vous ne pouvez pas placer une seule tomate sur le marché européen. Et si vous n'avez pas un accord préférentiel, vous ne pouvez même pas exporter une sardine ou un poisson. Sans accord, monsieur. Vous n'avez pas cette possibilité. Vos produits sur le marché, on passe à la deuxième partie. Moi, j'ai des chiffres. S'il vous plaît, les exportations algériennes, il faut qu'on termine ce dossier. Il faut qu'on termine ce chapitre. Merci. S'il vous plaît, M. Tassib, on passe maintenant à la deuxième partie de controverse pour revenir à la politique et sur les événements marquants de cette semaine. La deuxième partie. Alors, juste 3 jours avant le début de cette campagne électorale, l'ancien président de la République, Eliam Zeroual, est sorti de son silence. Il a rompu un silence de presque 15 années en publiant une lettre dans les principaux titres de la presse quotidienne dans laquelle il égratigne sérieusement le président de la République et les 3 mandats du chef de l'État. Avant d'ouvrir le débat sur cette question, Naïla El Hamouda est partie à la rencontre des Algériens. Que pensez-vous de la lettre de Eliam Zeroual? Lettre qui est venue au bon moment, mais je pense que cette lettre n'a pas bien détaillé les choses. C'est une lettre qui est arrivée un peu en retard. Parce que cette lettre-là, moi je l'aurais aimé vu, en 2008, quand la révision de la Constitution a été mise sur la table. Et il reste insuffisante pour moi. Je suis contre la lettre de Eliam Zeroual. C'est une lettre qui redonne espoir. Parce que je l'estime beaucoup, mais ça se dit pas, parce que Bouteflika a bien travaillé. La lettre de Zeroual est un message d'apaisement, mais aussi à ce que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Il a insisté pour qu'il y ait un changement, un renouveau. Je suis contre la lettre de Eliam Zeroual. Ce n'est pas le moment de dire ça. Les élections, il faut vraiment faire un suffrage universel pour le peuple algérien afin qu'on puisse déterminer la vraie volonté du peuple. On veut un changement, on veut qu'il y ait quand même une nouvelle dynamique, une nouvelle approche entre le peuple algérien. Une lettre d'un quelqu'un, vraiment insan siyasi. Je suis pour cette lettre et contre le 4e mandat et vive la révolution.
Voilà, ça a le mérite d'être clair. Avant de revenir à vous, Ali Ben Abdallah, pour parler de cette lettre et de ceux qui ont dit que c'était un soutien implicite à Ali Ben Fliss, comment est-ce qu'on a réagi au RND dans le camp du président de la République, puisque c'est la première fois? On sait que les rapports ne sont pas bons entre M. Zeloual et Bouteflika, mais cette fois, M. Zeloual est sorti de son silence pour désavouer publiquement le président de la République. Est-ce qu'il a eu raison? D'abord, quand vous dites les rapports ne sont pas bons, ça c'est vous qui le dites. Bah, tout le monde le sait. Bah, tout le monde le sait. Personnellement, la lettre n'a pas été claire et à ce que je sache, M. Bouteflika n'a Aucune lettre n'est jamais assez claire. Oui, allez-y. M. Bouteflika n'a jamais indirectement ou directement attaqué M. Zeroual. Il faut dire que la lettre de M. Zeroual, quand elle a été publiée, d'abord il faut voir le contexte. M. Zeroual a été sollicité par des citoyens de la wilaya de Batna, même il y a 3 mois ou 4 mois. Ça, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Il a lancé un message d'apaisement. Ce message d'apaisement, moi, personnellement, j'estime que il est du même avis que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, que ce soit dans sa dernière lettre ou celle qui l'a précédée, concernant le rôle de l'armée, concernant le changement pacifique et la démocratie apaisée. Après, quand je vois ces petites séquences, je vois que le jeune qui dit « Vive la Révolution », franchement, ça m'étonne. Je me dis, on parle de quelle révolution là? On va changer, on va faire des slogans comme ça, comme le disent nos camarades du PT concernant la Deuxième République. On fait comme ça une Deuxième République. Et même... Vous êtes contre? On va laisser terminer quand même. Abdeslam Bouchouarab du RND, il a dit exactement, il a répété ce que j'ai développé. Il a dit, nous sommes pour la Deuxième République. Pas une Deuxième République. Il faut vous mettre d'accord. Non, c'est pas ça. Il a dit. Non, mais écoutez-moi, monsieur Ramadan, monsieur Taïzib, écoutez-moi. Voilà. Laissez-moi d'abord finir. C'est parce que je Laissez-moi d'abord finir. Quand on dit une Deuxième République, ça reste un slogan. Parce que depuis 2011, je pense que ce qui a été fait par M. Ben Salah, et quand on fait la promesse de faire une révision constitutionnelle, on va vers automatiquement... Ce qui n'a pas été fait. Mais ça va venir, parce que dans le programme électoral, d'ici la fin de l'année, il y aura une révision constitutionnelle. D'accord. Mais quand on dit que voilà la Deuxième République et la Révolution... Donc ça reste pour vous et on finit par sortir les camarades, Là, vous avez un camarade à votre droite. Monsieur Ben Abdallah, s'il vous plaît. Alors, beaucoup de gens ont interprété cette lettre comme un probable soutien à Ali Ben Fliss. Est-ce que c'est l'avis de votre candidat? Écoutez, la lettre du président Zeroual est un message très fort, politiquement très fort. Il a, à plusieurs niveaux d'ailleurs, il a lancé des signaux. Le premier signal, contrairement je pense, à la lettre adressée par le président Bouteflika, qui se prononçait en jeu, toujours, si je puis dire, sa personne, le président Zeroual s'adressait à la nation. Il était inquiet pour la nation. Et il a indiqué plusieurs éléments. Un, le respect de la Constitution. Implicitement, il disait qu'on ne peut pas modifier la Constitution, a fortiori pour demeurer au pouvoir. Il a fait une allusion très forte au changement du quinquennat, pour ouvrir la porte à une présidence indéfinie. Il a également fait référence je le cite, à la lourde charge, autant morale que physique, d'un président de la République. C'est-à-dire que pour les chantiers qui viennent, pour le prochain quinquennat, il faut être d'une constitution morale et physique à toute épreuve, et je pense qu'il sait de quoi il parle. Il a également énoncé le principe de bonne gouvernance et fait référence à la gabegie de ces dernières années, à la corruption, à la justice qui n'a pas été respectée, et également aux diatribes en direction de l'armée. Est-ce que dans cette lettre, il y a un message? Est-ce que dans cette lettre, les diatribes contre l'ANP, qui est une institution qui permet de sauver le pays et maintenir la stabilité, et il a explicitement dit il n'y a pas d'homme. Peut-être pas explicitement, il n'y a pas d'homme providentiel, mais ce sont les institutions de l'État qui font avancer le pays. Il y a convergence. Le candidat
Ali Benflis y a réagi, il y a convergence entre le programme. Donc est-ce que c'est un message subliminal qui dit en quelque sorte voter en masse pour Ali Benflis? Est-ce qu'il y a un message subliminal? Est-ce que M. Zerouel a contacté Ali Benflis? Est-ce qu'il le soutient ou non? Je n'ai pas parlé avec le président Zerouel. J'interprète le message politique qu'il a fait et j'observe aussi la réaction du candidat Ali Benflis qui a dit « c'est exactement ce que je pense ». Ramadan Tazibt? Oui. Le message du président Zerouel? Tout à fait. Juste pour répondre aux jeunes Chihab. Aux jeunes camarades. Aux jeunes Chihab. S'il accepte. Lorsqu'il a parlé des réformes de la Deuxième République, les réformes politiques initiées par le président de la République, elles ont été échouées. Et elles ont été vidées de leur substance par la majorité parlementaire. Alors pourquoi vous le soutenez lors de votre présence au Parlement? Alors, nous n'avons jamais soutenu Abdelaziz Bouteflika. En 2009. Lors de la révision constitutionnelle. Jamais nous avons soutenu le président de la République. Nous avons soutenu des décisions, des mesures pour lesquelles nous avons milité. Il faut souvent, la règle de 51-49, la renationalisation des hydrocarbures. Il faut souvent apprendre à être d'accord avec les gens. Vous êtes loin des affaires. Vous savez, Apprenez cette culture. Vous êtes loin des affaires de l'Algérie. Je vais vous donner un exemple. Et vous êtes trop proche. Voilà, trop proche. En 2005. Ne commencez pas à dire oui. C'est moi qui réponds. Mais vous allez répondre à ma place. Mais vous l'avez interrompu plusieurs fois. Le diplomate. Mais vous l'avez interrompu plusieurs fois. Non, juste, nous n'avons jamais soutenu Bouteflika. Nous avons soutenu des décisions. Par exemple, en 2005, lorsqu'il a ramené la loi portant privatisation des hydrocarbures, on a voté contre et on a mené une campagne dans la rue. L'une des rares lois dans laquelle vous avez voté contre, il faut l'avouer. Pas celle-là seulement. Les lois de finances, on a toujours voté contre. Nous avons voté tous les 36 textes de loi pour faire plaisir à l'OMC. Le PT a voté contre. Nous avons voté contre les privatisations. Nous avons voté contre les privatisations des banques. Donc ça, c'est des histoires. Ça concerne ceux qui les racontent. Parce que le Parti travailleur, il a une politique indépendante. Deuxième République, c'est pour dire qu'il faut aller vers un système démocratique réel. Et Mme Louisa nous propose une réforme constitutionnelle profonde et elle propose de redonner la parole au peuple. Des élections anticipées. Pour une fois, vous êtes d'accord avec nous? C'est aussi ce que on est contre la révision de la Constitution de manière consensuelle. Ça veut dire qu'on évite le peuple. Il faut que le peuple participe. Alors, pour revenir à la lettre de Zerouel. Pour revenir à la lettre de Zerouel. La lettre de Zerouel. Bien sûr, dans tous les pays démocratiques, un ancien président de la République, c'est une voix écoutée. Et c'est normal qu'il intervienne. On aurait aimé qu'il intervienne le plus souvent possible. Pas seulement 10 ans après ou 8 ans après. Donc il dit beaucoup de choses. C'est vrai qu'il était président de la République dans une période très grave qu'on a traversée dans notre pays. Il parle de l'ANP, dans le cadre de la lutte antiterroriste. Certainement que l'ANP, les forces de sécurité ont joué un rôle, mais aussi il fallait chercher un rôle très important, mais le peuple aussi a résisté, il n'a pas tombé dans le jeu, mais aussi il fallait chercher une solution politique. Et ça, Louisa Hanoun, je pense que c'est la candidate qui a eu raison dès le départ d'accompagner la lutte antiterroriste et la solution politique. Le président Zerouel, M. Tazit, le président Zerouel, dans le début de cette lettre, a mis en doute aussi les capacités physiques du président de la République. Il a bien dit que l'Algérie, je termine ma question, il a dit que l'Algérie avait besoin d'un président aux capacités physiques et mentales. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Halil Ben Atallah qui mettait en doute dans une lettre adressée au Premier ministre la capacité du président à voyager, à mener des négociations, à représenter l'Algérie à l'étranger? Est-ce que vous êtes d'accord avec la lettre de M. Ben Atallah sur ça? Non, je pense qu'on parle de la lettre de Zerouel d'abord. Oui, le président Zerouel. Mais là, je fais le lien avec celle. D'accord. Le président Zerouel, que nous respectons beaucoup, il a sa position, il a exprimé les contre le quatrième mandat, c'est son droit le plus absolu. Et vous êtes pour ou contre le quatrième mandat? Non, si nous étions avec le quatrième mandat, on ne va pas se présenter à cette élection. Maintenant, pour une fois, mettez-vous d'accord, il faut dire explicitement sur le principe. Nous sommes pour deux quinquennats et pas plus, il faut le dire. Nous sommes sur le principe. Et si vous le dites, vous êtes d'accord avec le candidat de nombre de mandats. Nous sommes contre la limitation de mandats. L'alternance, c'est pas. Cette fois-ci, c'est moi qui est président, la prochaine fois, ce serait vous. Mais l'alternance, c'est un principe. Mais l'alternance est un principe démocratique. C'est la limitation des mandats. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que limitation des mandats. D'accord, je vais vous dire qu'est-ce que propose Mme Louisiane. L'alternance, la seule alternance réelle, démocratique, c'est le peuple algérien qui décide le nombre de mandats d'un président de la République, d'un président d'APC, etc. Donc il faut que les élections soient propres. Et M. Zerouel a parlé de ça. Juste pour terminer. M. Zerouel, il a parlé des élections présidentielles, il a dit qu'elles doivent être démocratiques, tout ce que vous voulez. Mais en parlant de bilan, on peut aussi parler du bilan de Zerouel. En 1997,
c'était des élections, non pas seulement truquées, mais des élections... je ne vais pas utiliser le terme, mais des élections législatives. Législatives de 97. Oui. Donc c'est vrai qu'il a été au poste dans un moment difficile, mais je ne pense pas que le bilan du président de la République, et nous on le dit, on ne peut pas dire que c'est noir ou blanc. Il y a des réalisations, il y a des acquis, nous sommes fiers d'avoir contribué à ces acquis, mais il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés. J'ai parlé des contradictions dans les choix économiques. J'ai parlé de l'échec de la politique de l'emploi, du manque de démocratie véritable. Et je vais donner un exemple, parce qu'on parlait des menaces sur le pays. Par exemple, Temazert. Dans tous les candidats, il n'y a que Louis Zahnoun qui propose une solution radicale et définitive. C'est-à-dire que Temazert devienne langue officielle, au même titre que l'arabe, et qu'elle soit enseignée de manière obligatoire dans les 48 wilayas. Mais c'est une langue officielle. Non, elle est nationale, elle n'est pas encore officielle. Mais nous, on propose. Parce que c'est dangereux de mettre Temazert seulement dans les régions berbères. Que propose, s'il vous plaît, M. Tazib? Elle doit être enseignée. Il faut laisser les autres parler aussi. Si on ne la désamorce pas, elle peut nous exploser. Brièvement, que propose le candidat Belflis concernant Temazert aussi, puisqu'il a une proposition concernant cette langue aussi? Oui, bien sûr. Sa proposition est de donner toute sa place à la langue Temazert. Effectivement, il faut la sortir un peu dans le recoin dans laquelle elle est, afin qu'elle puisse être enseignée partout. C'est exactement ce que propose le candidat, et il faut la sortir de son côté régional. Ça, il n'y a pas de doute, et je pense au moins que sur ça, vous pouvez être d'accord avec lui. Sauf que dans les faits, lorsque nous proposions à l'Assemblée plus de moyens à Temazert, Benflis ne les a pas acceptés. Le Premier ministre ne pouvait pas être tout le temps d'accord avec lui. Vous êtes en opposition. C'est pour dire la contradiction entre les promesses électoralistes. Et lorsqu'on était aux affaires, on fait électoral. Et lorsqu'on est aux affaires, on fait exactement le contraire. Votre avantage inconvénient est que vous êtes tellement minoritaire que vous n'arrivez pas à influer sur le cours des événements. Bien au contraire. S'il y a un parti, des événements, là, vous ne vivez pas en Algérie ou quoi? Vous savez, Madame Louise Zahnoun, le parti travailleur. Non, juste sur ce mot. On influe plus que Benflis et plus que tous les partis réunis. Je vais vous donner un exemple. À l'Assemblée, nous avons fait 150 amendements, 150 propositions. Elles ont été rejetées par les députés et le gouvernement. Et le président de la République a ordonné leur mise en œuvre dans des lois de finances. Je veux vous citer l'effacement des dettes des communes, l'effacement des dettes des agriculteurs, le SNMG, la privatisation, l'interdiction de l'importation des médicaments produits localement, etc. Donc nous influençons. Y a-t-il un parti qui s'est battu contre la privatisation des hydrocarbures que le Parti travailleur? Vous n'influencez que sur vous-même. Vous n'influencez personne. Vous n'influencez pas sur la décision. Vous n'avez aucune influence sur les influences. Qui a milité pour la loi de 51-49? Vous n'avez aucune influence. Qui a milité pour la préférence nationale? Alors, qui a milité pour la réponse, allez-y. Sur le fonctionnement de l'Assemblée. Qui a milité pour l'arrêt du privatisation? La réponse. Depuis 2009, il n'y a pas une entreprise qui est privatisée. Vous avez posé une question, je vous réponds. Donc on influe. Non. On influe grandement. Nous avons influencé, nous sommes fiers. La réponse. Parce que c'est notre pays. Il faut que monsieur réponde aussi, allez-y. Quand on influe. Parce qu'il dit des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Quand on influe, c'est des contre-vérités. Quand on influe sur la décision, comme député, cela signifie quoi? C'est une chose très simple. Ça signifie prendre l'initiative de loi et la faire passer, la faire admettre par le gouvernement et la faire passer à l'Assemblée. Mais vous savez très bien que les élections n'ont jamais été propres. Mais c'est pour ça que je vous dis, vous n'influez pas sur les décisions de l'État. Si, on influe. Sur le plan politique, on influe. Non. Si, monsieur. Vous êtes législateur. Si, monsieur. En tant que parti, c'est pas seulement à l'Assemblée. Vous êtes législateur. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Juste un exemple. La zone arabe de Libre-Échange. Mais vous avez trop d'exemples, la zone arabe de Libre-Échange. Nous étions le seul parti qui a voté contre. Et le gouvernement a fini à revenir à notre position. Une année après, il a mis une liste de 1500 produits qui doivent Est-ce que d'une certaine manière, M. Bartalla, est-ce qu'il y a des partis aussi qui peuvent agir et influer sur la décision du gouvernement? Est-ce que cela est possible? Tout le monde reconnaît cette capacité du Parti travailleur à influer sur le cours des événements. C'est une réalité. C'est une réalité. Le cours des événements, influer sur le cours des événements quand on est député, ça signifie une seule chose. En tant que parti, pas seulement en tant que député. En tant que parti à l'Assemblée. À l'Assemblée, bien sûr. En tant que parti à l'Assemblée, ça veut dire que votre
parti a la capacité de promouvoir une loi pour faire changer le cours nous de n'avons plus. Nous avons donné un exemple. On a fait des propositions rejetées à l'Assemblée et elles ont été mises en œuvre par le gouvernement. S'il vous plaît. Monsieur nous n'avons plus qu'une minute. J'aimerais. Une seconde. Rapidement. Pour aller dans ce sens, vous voyez que je suis plus ouvert que vous. Je vais dans votre sens. Vous estimez que vous êtes bloqué à l'Assemblée. Le candidat Ali Benfeliss, dans les modifications qu'il prend au titre de la gouvernance des institutions, c'est précisément de redonner la liberté aux parlementaires de faire promouvoir les lois et non plus... Il a fait le contraire lorsqu'il était aux affaires. Il a fait exactement le contraire. Nous n'avons plus de temps. Il était chef de l'exécutif, il n'a rien fait pour donner des prérogatives à l'Assemblée. Et non plus... Pourquoi il ne l'a pas fait lorsqu'il était au gouvernement? Et non plus de subir l'agenda du gouvernement. Une dernière question, un tour de table, Monsieur Bartallah, une dernière question. Est-ce que selon vous, l'élection est jouée d'avance? Écoutez, s'il était joué d'avance, si on se réfère aux lettres du président, je ne pense pas qu'elles soient jouées d'avance. C'est un message de démobilisation. Il faut absolument... Merci, M. Bartallah. Brièvement, Zeki Chihab, est-ce que l'élection est jouée d'avance selon vous? Vous pensez que votre candidat va gagner, évidemment? Non, on l'espère. On l'espère, c'est surtout qu'on l'espère. Et puis brièvement, non, rien n'est joué. Tout le monde a ses chances, ça, c'est sûr. Monsieur Tazip, est-ce que l'élection est jouée d'avance? Elle n'est pas jouée d'avance. Nous allons tout mettre en œuvre, les moyens de la mobilisation. Nous allons aider à la mobilisation du peuple algérien pour que le 17 avril, après le 17 avril, soit ouvert une nouvelle ère de démocratie véritable. C'est-à-dire que Louis Ahnoun gagne ou soit au minimum au 12e. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Ali Ben Atallah, vous êtes ancien secrétaire d'État chargé de la communauté. Vous soutenez le candidat Ali Benfeliss. Merci à vous, Zeki Chihab du RND. Et à vous, Ramadan Tazip, vous êtes du Parti des Travailleurs. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro de Controverse. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir.